Alors, bonjour et bienvenue. Même si on n'est pas très nombreux, on va prendre le micro parce que les travaux d'aujourd'hui sont enregistrés et serviront à rédiger les actes de cette rencontre. Alors, je suis Constance Ramassière, j'ai le plaisir d'animer la rencontre. Alors, je vais co-animer avec M. Joël Thibert, que je vais vous présenter tout de suite, qui va situer la rencontre d'aujourd'hui, ses objectifs et le sens de l'événement auquel nous sommes conviés. M. Thibert est urbaniste, doctorant à Princeton et co-organisateur de l'événement. Alors, Joël, un petit mot d'ouverture, s'il vous plaît. Bonjour. Merci de vous prêter à l'exercice d'aujourd'hui. En fait, c'est ça. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais juste peut-être rappeler un peu le thème, la raison d'être, en fait, de l'événement. Je pense qu'il va y avoir plus de gens qui vont arriver de toute façon au courant de la matinée et de la journée. Donc, l'événement, c'est Trajectoire Montréal. La journée d'aujourd'hui, ça s'intitule, en fait, Lieu et trajectoire. Ce que c'est d'abord une rencontre entre des professionnels, des universitaires, des artistes qui vont défiler au courant des 3 prochaines journées. C'est aussi, et surtout, je pense, un moment de réflexion sur Montréal et sur les trajectoires, en fait, qui se croisent et s'enchevêtrent dans l'espace métropolitain. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est de comprendre le territoire de Montréal, mais pas comme objet statique, mais comme territoire qui est en mouvance, où les gens qui le composent aussi sont constamment en mouvement. Donc, c'est une réalité changeante et on essaie à la fois de voir comment on s'est rendu, où est-ce qu'on est aujourd'hui. Le passé, c'est la première partie de la journée d'aujourd'hui. Ensuite, on va dévoiler les résultats d'un sondage avec 462 répondants qui ont parlé de leur trajectoire d'aujourd'hui, donc le Montréal d'aujourd'hui, comment Montréal figure dans les trajectoires, ou quelle place Montréal occupe-t-elle dans les trajectoires des gens qui s'y trouvent, qui la traversent. Et plus tard, on va parler des futurs, en fait, des trajectoires possibles ou futures de Montréal. Et on va terminer par une histoire, donc quelqu'un qui va nous raconter un peu sa propre trajectoire et qui va se projeter dans le futur. Sans plus tarder, j'aimerais inviter le doyen de la Faculté des Arts et Sciences, M. Gérard Boismenu, à venir nous adresser un petit mot d'ouverture. Et ensuite, on va débuter avec Sherry Olsen. Merci. Merci pour ces quelques mots. Et je vais m'adresser à vous à la fois pour faire quelques mots de bienvenue, mais on m'a demandé de ne pas faire une intervention trop convenue et donc de peut-être ajouter quelques réflexions, sans doute un peu banales, que m'inspire votre sujet de colloque et de réunion scientifique autour de Trajectoire Montréal. Et j'ai mis quelques idées comme ça sur le papier, dans la mesure où, dans un premier temps, quand on lit le projet de colloque, on n'est pas nécessairement sûr de comprendre. La deuxième lecture est salutaire. Mais tout ça pour dire qu'il y a, je dirais, des éléments qui sont assez foisonnants dans cette interpellation qui est la vôtre. L'idée d'explorer l'espace social est une idée qui est particulièrement stimulante, mais qui ouvre ce matin, je me disais, sur 3 dimensions, mais 3 dimensions, c'est pas suffisant. C'est certainement si on peut apporter ou accoler un qualificatif ou une notion à l'espace social, c'est certainement un espace multifacette. Et donc, c'est infini ou non défini en termes d'éléments. Et d'ailleurs, vous traduisez ce caractère multifacette dans l'organisation du colloque lui-même et dans l'ensemble et bon, je pense là aussi, ça aurait pu être davantage d'éléments qu'on aurait pu y mettre si ça avait été plus long, mais il y a là effectivement plusieurs dimensions qui sont considérées. Vous mettez l'accent sur une notion, je dirais, de mouvement, de mobilité. Parlant de trajectoire, la trajectoire, forcément, elle ne se fait pas en statique par définition. Vous parlez d'errance. On sent effectivement que la mobilité fait partie, ou le changement fait partie, la transmutation, la mutation fait partie de votre réflexion. Mais ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, c'est les 2 idées simples. C'est d'abord le fait qu'il faut y introduire des échelles de temps qui ne sont pas les mêmes. Selon ce dont on parle,
l'échelle-temps du mouvement peut être beaucoup plus lent que si on considère d'autres dimensions. Par exemple, si on s'intéresse au géospatial, aux dimensions, par exemple, architecturales, aux dimensions de quartier ou de façonnement du milieu urbain, par exemple, ou dans ses sous-localités, ces éléments structuraux et inscrits dans le tangible et dans le bâti traduisent des dynamiques sociales, mais ce changement-là va prendre un peu plus de temps que si on s'intéresse à d'autres dimensions, et même à la dimension, par exemple, identitaire. L'échelle-temps pour la transformation des identités ou des micro-identités ou d'identités plus générales n'est pas nécessairement le même. Que penser du culinaire, où effectivement, là aussi, on aborde une question qui est très différente, sans parler non plus du culturel. Je ne fais juste que évoquer ce qui est dans vos propres sujets de discussion. Et si le premier élément, c'est la notion d'échelle-temps, et je n'ai pas de réponse à ça, c'est tout simplement que la dimension de la trajectoire ou du mouvement est traversée par cette variable de l'échelle-temps. Il y a une autre variable, et ça, c'est le sociologue qui sommeille en moi, ou le politologue, il se réveille de temps à autre, et bon, hier soir et ce matin, il s'est réveillé un petit peu. Je suis très sensible à la question de la trajectoire, à la question du mouvement, à la mutation, mais je ne peux pas m'empêcher de penser aussi au fait que la mobilité est dans une trame qui est identifiable et qui a un certain caractère statique, ou en tout cas qui est imprégné ou qui est inscrit, qui est ancré dans une réalité qui n'est pas en perpétuelle ébullition. Et là-dessus, je vais faire un crochet pour évoquer la chose. C'est tout le paradoxe, me semble-t-il, entre à la fois les transformations et le changement, et en même temps une certaine forme d'inertie qui fait partie de nos pratiques sociales, de notre organisation, de nos institutions, certains diraient aux rigidités. Le mot rigidité est toujours négatif, par définition, j'ai rarement vu des rigidités positives. Mais l'inertie en soi est un élément qu'on peut qualifier de diverses façons et pas nécessairement de façon purement négative. Quand on parle de ces questions, trajectoire à Montréal, on doit, je pense, évoquer le fait que Montréal est une ville sans doute internationale, mais je vais prendre un aspect en particulier. Quand on dit que Montréal est une ville universitaire, certains, revenons au classement, qui font maintenant œuvre de tout, quand on parle de Montréal ville universitaire, ben on se dit, bon, ça fait partie des 10, d'après un classement, 10 villes universitaires, 10 premières villes universitaires au monde, la deuxième en Amérique du Nord et la première au Canada, et donc on peut en être flatté. Et c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs institutions universitaires marque forcément nos vies, la population qui est à Montréal, la population étant à la fois celle des professeurs, des chercheurs, mais aussi des étudiants, des invités étrangers, etc., et de cette mobilité, de ces échanges et de ces confrontations qui existent. Ajoutons, par exemple, quand on parle des étudiants, que, juste pour parler par ethnocentrisme, sans doute, juste parler de l'Université de Montréal avec les deux écoles affiliées, on sait qu'on a à peu près, au moins, 7500 étudiants internationaux par année. Bon, ça montre déjà qu'il y a cette mobilité, etc. Mais je disais que j'étais pour un peu travailler sur la contradiction. Toujours sur le plan universitaire. Jusqu'à quelques années, nous étions 4 partenaires belligérants comme institution, c'est-à-dire McGill, Concordia, UQAM, l'Université de Montréal. Mais je pense qu'on s'était apprivoisé et qu'on aimait bien la présence de l'autre, elle était sécurisante. Sont venues d'autres institutions dans notre giron. Je ne parle pas de l'INRS, je parle de Sherbrooke à Longueuil, je parle de l'Université Laval sur la rue Sherbrooke, etc., qui sont venus, je parle éventuellement de l'UQO, qui n'était plus à Outaouais, mais qui est à Saint-Jérôme. Je parle de ces déplacements qui ont fait en sorte que, on peut dire que c'est le mouvement, c'est la transformation, mais sans être trop, je dirais, critique et inutilement critique. Je ne suis pas certain que ces trajectoires, ces mouvements sont nécessairement porteurs de grands progrès.
Et là, là-dessus, ce que je veux simplement souligner, c'est que c'est pas parce que ça bouge, ça change, que pour autant, c'est porteur. Je ne dirais pas d'une modernité, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais d'un progrès sur le plan, par exemple, de l'organisation et de l'infrastructure, à la fois de transmission du savoir et de recherche. Donc, caractère un peu double, mouvement, mais en même temps, un caractère, je dirais, qui laisse parfois dubitatif. Autre élément que je mentionnerais, c'est toujours sur le plan universitaire. Vous allez dire, on peut nous lancer la pierre à nous, à l'Université de Montréal, et affecter les arts et des sciences en particulier. Nous sommes allés à Laval, juste l'autre côté de la rivière, devant le métro Montmorency. Donc, il y a le campus Laval. On peut se dire, nous, c'est pas de la délocalisation, c'est juste une extension d'un notaire géographique, etc. Mais je ne veux pas aborder cette question-là, pas parce que ça me trouble, mais tout simplement parce que ce n'est pas mon sujet pour tout de suite. C'est pas loin. C'est même à côté. Et on a eu toute une tension, TN et Siwan, toute une tension entre le fait que c'est à côté, mais ça se veut ailleurs. Je ne sais pas si vous... Alors, quand on a commencé à offrir des programmes là-bas, on s'est dit, on va offrir la base des programmes. Un programme en service social, on va servir tous les cours qui sont des cours qui font partie du tronc obligatoire, et puis quelques cours de type option, et puis ils viendront sur le campus que j'appelle de la montagne pour le complément. Et puis ceux qui disaient, je pense que les étudiants qui vont venir à Laval ont envie d'avoir plus à Laval, et vivent dans une certaine forme d'autarcie à Laval. Ma réaction, c'était de dire, non, quand même... traverser le pont, prendre le métro, c'est quand même pas perpète, bon, etc. Et on se rend compte qu'il y a une sédentarité extraordinaire des gens qui sont à l'extérieur de la ville de Montréal, pour prendre cet exemple-là, qui sont dans la couronne de Montréal, nord ou sud, et cette sédentarité dans un pays ou dans des sociétés qui se veulent très ouvertes sur le monde, qui se veulent, je dirais, comme très poreux par rapport aux courants internationaux, cette sédentarité m'étonne. Et le mot étonner, c'est un qualificatif très neutre, mais on pourrait penser que ça nous... Moi, ça me choque un peu. Je m'étais laissé dire, c'est anecdotique, mais je pense que ça révèle bien la chose. Je connais des gens qui enseignent au secondaire, genre secondaire 4, sur la rive sud, tout près du métro, là, on parle de près du métro Longueuil, et... traditionnellement, ils venaient avec leurs étudiants au théâtre, dans du Nouveau Monde, etc., etc. Et c'était une sortie normale, très courante, qui était comme, je dirais, un réflexe de la vie courante ou de la vie quotidienne. Et puis, on a commencé à espacer la chose parce que moins de preneurs, moins d'intérêt, etc. Et les dernières fois qu'on l'a fait, dans ce qu'on m'avait raconté, les gens, les enseignants se sont rendus compte que ces jeunes garçons, ces jeunes filles, 14, 15 ans, venaient pour ainsi dire jamais à Montréal. Le ticket de métro était une aventure, la correspondance était d'un étonnement total, c'était comme un pays étranger, comme quelque chose qui est un ailleurs. Et ça, je trouve ça, d'une certaine façon, assez troublant. Alors, quand on parle de la trajectoire, quand on parle de la mixité, quand on parle d'une certaine façon du métissage dans nos sociétés, je pense qu'en contrepoint, c'est mon côté sociologue qui est un peu, pas teigneux, mais qui est un peu rabat-joie, qui dit, oui, mais attention, il y a une sédentarité, et je dirais, il y a d'une certaine manière des clivages où le caractère paroissial des pratiques n'est pas tout à fait à l'extérieur de nos vies courantes, et au contraire, je dirais, couvre sous ces éléments. Et donc, ces questions me laissent assez songeur, oui. Je veux venir maintenant sur le colloque. J'ai un élément qui m'est sauté aux yeux, non pas en relisant le texte une troisième fois, mais qui m'est sauté aux yeux en regardant le programme. C'est un événement, parce que c'est plutôt un événement qu'un simple colloque universitaire, qui couvre diverses dimensions, y compris le fait qu'il y a une dimension culinaire et que vous allez avoir, je ne sais plus comment appeler ça, une caravane, une roulotte ou je ne sais pas quoi, pour vous sustenter à l'heure du midi, aujourd'hui et demain, si j'ai bien compris. Déjà là, amener ces roulottes ou caravanes sur la place ici, c'est déjà
c'est déjà quand même, je dirais pas un exploit, mais ça ne coulait pas de source. Mais donc, il y a une dimension qui est nécessairement interdisciplinaire, presque intersensorielle, d'une certaine façon, parce que ça touche plusieurs éléments. Et je veux souligner aussi le caractère interinstitutionnel. Quand on parle de Montréal comme ville universitaire, le fait qu'on travaille ensemble, c'est pas un défaut, c'est plutôt, je pense, un acquis. Et il y a des allers-retours dans tous les sens, et je pense que c'est la meilleure des choses qu'il faut faire. Le nombre de fois où on travaille avec des gens de McGill, avec des gens de Concordia, avec des gens de l'UQAM, je pense que ça fait partie, ou ça doit faire partie de notre quotidien. Il n'y a pas de prime pour ça, mais ça fait partie de notre quotidien. Mais votre programme m'a laissé, pas songeur, mais m'a provoqué une réaction relativement simple et presque banale. C'est un programme qui n'est pas linéaire. Il n'y a pas une progression linéaire dans le propos du programme. Et je trouve ça intéressant aussi. Je ne pense pas que ce soit un défaut. Je pense que c'est intéressant. Il y a comme une arborescence dans la façon de traiter les diverses facettes qui sont traitées ou qui sont interpellées par le sujet du programme. Et j'ai donc, je me suis donc dit, dans le fond, votre programme se lit un petit peu comme une toile de lien hypertexte. Et peut-être parce que je ne sors pas beaucoup, mais je me suis dit que aussi c'est peut-être le premier programme web que j'ai vu dans un colloque. C'est-à-dire qu'il y a comme une écriture web, il y a comme une prise de parole web à part hyper bien dans ce programme. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Je veux dire, ça défie la dimension purement déductive, positiviste qu'on retrouve souvent dans les programmes, ne serait-ce que pour faire sérieux. Je voudrais rappeler que ces colloques, ces organisations, ces événements sont quand même le fruit du travail de certaines personnes. Et je voudrais quand même souligner le travail de Marie-Christine Lambert-Perrault, qui est de l'Université du Québec à Montréal, Joël Thibert, qui a pris la parole juste un petit peu avant, qui est doctorant à Princeton University, et en même temps aussi Simon Harel, qui, on le connaît tous, qui est un homme d'action et qui a la fâcheuse tendance de déménager quand il arrive quelque part. Et on est content qu'il ait déménagé. On est content qu'il ait déménagé parce que c'est pas une journée près, mais ça fait à peu près 1 an que Simon travaille avec nous, qui est dans nos murs. Simon a fait un passage, il est monté sur la montagne. Je ne sais pas si quelle analogie biblique qu'on devrait y faire, mais peu importe. Donc, il est avec nous, il travaille avec beaucoup d'ardeur, comme ce qu'on connaît. Il y a des responsabilités de directeur de département de littérature comparée. Et tout ça, je pense, montre très bien qu'on peut avoir des ouvertures et être capable de s'insérer assez facilement dans une autre institution. En tout cas, il semble démontrer que tout ça se fait assez bien. Je ne suis pas en sciences de recrutement, la question n'est pas là, mais tout simplement pour dire qu'il y a effectivement, je pense, une insertion qui est particulièrement bonne et qui se manifeste notamment par l'obtention d'une subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation. Disons-le, une subvention importante. On ne dira pas combien, mais c'est une subvention importante. Et ce qui me plaît particulièrement, c'est que la Fondation canadienne pour l'innovation a été conçue d'abord et avant tout pour des gens en sciences dures, pour des infrastructures solides, costaudes, de labos, mais en chimie, en études des matériaux, etc., etc. Et les sciences humaines et sociales ont toujours eu un peu de mal, elles l'ont fait, ont toujours un peu de mal à se faufiler dans les critères et tout ça d'obtention des subventions. Et je pense que du côté, pour nous, des lettres et des sciences humaines, on a effectivement à pousser pour utiliser ces moyens, et ces moyens deviennent particulièrement importants pour avancer dans la recherche. Et donc, on est en train de mettre en place, c'est en train de se faire physiquement et autres, le laboratoire sur les récits de soi. C'est une infrastructure tripolaire. Tripolaire parce qu'il y a d'une part des locaux conséquents quand même. Une camionnette d'investigation. Alors là, je me suis toujours demandé si c'était la Papa Mobile qui était pour se promener dans Montréal. Mais en tout cas, elle va être certainement aussi sécuritaire et blindée que la Papa Mobile. Donc, on ne sait pas encore la marque de la voiture, mais on s'en doute. On n'en parle pas.
Donc, bref, il y a là une installation intéressante pour se déplacer, pour être justement mobile dans ce tissu urbain, et une plateforme web qui va être le prolongement de l'ensemble de ces travaux, qui portent sur les précaires, sur les usagers de la ville, qui font faire ou qu'on va susciter en tout cas des récits de soi et des récits aussi dans l'espace. Et donc, on est au démarrage. C'est un projet qui sommeille, ou enfin, je ne sais pas qui sommeille pas tant que ça, mais enfin qui est sur la table et sur lequel qu'on a peaufiné, qu'on a travaillé, que Simon avait déjà à l'esprit quand il est venu chez nous, qu'on a voulu faire émerger dans les meilleures conditions. Tant mieux, et je pense que ça va être pour tout le monde, et là, sans distinction d'institution, une manière de se donner un outil collectif pour investiguer justement la question des récits de soi. Je vous souhaite, pour terminer, très bon colloque, 3 journées, où vous allez même à Saint-Hyacinthe. Bon, alors je vous souhaite bon voyage. Je suis sûr que ça va être des journées fécondes. Vous allez travailler certainement, parce que je vous connais un petit peu, avec sérieux, sans doute avec rigueur, mais j'espère aussi avec fantaisie, avec une certaine audace et avec au moins du plaisir. Voilà, bonne journée.